Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée à l'eau. Pourquoi à l'eau? Tout simplement parce que la bataille de Verdun fut aussi une bataille pour l'eau. Je vous présenterai dans un premier temps la station de pompage qui est derrière moi et nous terminerons par la verdunisation, un procédé qui a permis de rendre l'eau potable et buvable par les poilus. Elle est formée dans un arc de cercle bétonné de 2,50 m d'épaisseur que nous voyons ici, avec dans un premier plan la partie corps de garde avec les meurtrières apparentes et ici, sur ma gauche, la partie donc industrielle, la partie où se trouvent les machines élévatrices. Alors, présentation de la station de pompage de l'intérieur. D'abord, son corps de garde, que nous avons ici. Le corps de garde muni donc de 2 meurtrières pour pouvoir tirer, d'une fenêtre qui était munie à l'époque d'un volet également. Voilà. Ici, les gens qui montaient la garde, en gros une petite dizaine, pouvaient donc y dormir et s'alimenter. D'ailleurs, ici, il y avait un poêle et nous avons encore le conduit de cheminée qui se trouve là. Voilà. Et nous avons également une petite salle annexe de l'autre côté où je suppose qu'il y avait quelques lits qui servaient de dortoir. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de la machinerie, des machines élévatrices donc, qui envoyaient l'eau dans plusieurs ouvrages. Et on peut apercevoir que la voûte ici bétonnée était carapassonnée par également une autre voûte en briques. Vous voyez? Voilà. Ici, nous avons une galerie par où arrivaient les tuyauteries qui pompaient l'eau sur les réceptacles à la fontaine de Tavannes. L'eau arrivée était pompée par les machines qui étaient donc sur ce socle bétonné. On voit encore les ergots d'installation, ici, l'autre là, voilà. Et cette eau était refoulée par ce gros tuyau que vous voyez ici dans le fond et qui alimentait donc plusieurs ouvrages. Le fonctionnement de cette machinerie consistait à envoyer l'eau dans les citernes des ouvrages, tels que le fort de Souville, l'ouvrage d'Ardomont, à proximité du fort de Douaumont, le fort de Vaux, l'ouvrage de la Laufée qui se trouve à 500 mètres dans la direction de Montbras. Ensuite, il y avait aussi une dérivation qui permettait aussi d'alimenter un peu plus loin l'ouvrage de Thiaumont, l'ouvrage de Froide-Terre et également des forts éloignés comme le fort Saint-Michel et le fort de Belleville. Tout ce réseau communiquait. Il communiquait avec d'autres machines élévatrices dont une était installée pratiquement au fort de Bellerue et une autre installée également pratiquement au fort de Moulainville. Toutes ces machines avaient comme objectif d'alimenter en eau tous les ouvrages principaux de la ceinture fortifiée de Verdun, y compris même la citadelle qui elle aussi avait une machine élévatrice comme celle-ci. Particularité, c'est que les stations de pompage, celles de la citadelle basse de Verdun et celle-ci étaient enterrées. Voilà, et étaient caparaçonnées par une maçonnerie de 2,50 m donc d'épaisseur. Les autres machineries, les autres petites stations, disons, annexes, n'étaient pas, disons, aussi bien protégées. Alors, pour que l'eau puisse arriver à destination, l'eau ne pouvait pas être refoulée partout en même temps. Donc, il y avait un système de vannes qui donnait priorité à certains ouvrages par rapport à d'autres, suivant la demande. Cette eau était stockée dans des citernes contenant 30 mètres cubes. Vous voyez la cheminée là-haut, donc c'était la cheminée d'évacuation des fumées, parce que finalement les machines étaient alimentées par du charbon, ça produisait de la vapeur et ça faisait tourner les moteurs. Voilà. Donc il fallait bien évacuer, si vous voulez, les déchets
hein, de l'espace machinerie. Cette station de pompage a certes eu une très grande utilité jusqu'en, disons, 1916, au début de la bataille de Verdun, où elle n'a pas connu vraiment de gros problèmes de fonctionnement. Seulement, cette station de pompage se trouve dans la zone de bombardement des Allemands. Et dès le Trommelfeuer, finalement, beaucoup d'obus sont tombés sur les canalisations notamment, ont bouleversé tellement la terre que les canalisations ont été éventrées et la station de pompage, de facto, n'a pu trouver vraiment son utilité. Alors elle est devenue un poste de commandement assez rapidement et aussi également pratiquement aussi un poste de secours car lors de l'accident du tunnel de Tavannes, lors de cette fameuse explosion qui a coûté la vie à un peu plus de 500 de nos soldats, dans la nuit du 4 au 5 septembre, quelques rescapés ont réussi à déboucher de la sortie du tunnel côté est pour venir ici se réfugier à la station de pompage. Alors cette station de pompage est située à 800 mètres du fort de Tavannes qui se trouve sur l'autre butte, en direction de Montbras, sur ma droite, de l'ouvrage de Laufey qui se trouve en gros à 500 mètres d'ici, sur ma gauche, et également pas très loin du débouché du tunnel de Tavannes, de la sortie est qui se trouve en gros à 400 mètres. Maintenant, nous allons sur la fontaine de Tavannes qui est finalement la source. Alors je vous présente la source de Tavannes, ici, appelée également la fontaine. La fontaine tout simplement parce qu'elle arrose bien une belle partie de superficie du terrain ici présent, une sorte de delta qui couvre pas mal, disons, de mètres carrés, et ces bras donc vont se rassembler pour former vraiment le ruisseau de Tavannes, qui ira se jeter dans l'Orne à Étain, en gros à une vingtaine de kilomètres ici plein est. Ici, la tombe d'un soldat, le soldat Jean-Marie Sabot, qui a été tué le 11 juillet 1916. Sa tombe se trouve entre le bâtiment de paix de la station de pompage et la station de pompage proprement dite. Il était tambour, ce qui ne veut pas dire qu'il ne savait pas manier un fusil, bien entendu. Donc son corps est ici, voilà, pour l'éternité. Alors l'eau qui arrivait de la fontaine de Tavannes était réceptionnée dans des sortes de citernes, des sortes de réceptacles maçonnés. D'ailleurs, on voit encore ici la maçonnerie qui est envahie de végétation, et nous voyons l'eau qui y figure également, avant d'être pompée par les machines et d'être refoulée dans les canalisations alimentant les ouvrages. Il y a plusieurs citernes de ce genre, qui se trouvent nettement plus loin, mais toutes ont été bétonnées, maçonnées. Paradoxalement, le fort de Tavannes, qui se trouve en gros à 800 mètres d'ici, n'était pas alimenté par la station de pompage que nous venons de voir. Il bénéficiait, lui, de son propre réseau et de son propre point d'eau. Une petite anecdote aussi concernant les combats de 1916 ici, dans ce secteur. Il y avait un commun accord entre soldats allemands et poilus français pour ne pas avoir d'intention belliqueuse ou agressive lorsque chaque belligérant venait puiser de l'eau. Alors après avoir vu la station de pompage dans le secteur de Tavannes, nous arrivons à parler de la verdunisation. La verdunisation n'aurait peut-être pas eu lieu, finalement, si la station de pompage avait été en ordre de marche pendant la bataille de Verdun. Malheureusement, comme je le rappelle, les canalisations ont été éventrées par les bombardements intempestifs et ces canalisations ne pouvaient plus donc finalement alimenter les différents ouvrages où les poilus notamment pouvaient se réfugier. L'eau étant un sérieux problème pendant la bataille de Verdun,
car les poilus ne pouvaient pas prétendre, disons, à boire de l'eau saine, un colonel appartenant à l'arme du génie, son nom c'est le colonel Philippe Bunau-Varilla, a été affecté à la 2e armée et sa mission était liée particulièrement au ravitaillement, au forage et à s'occuper vraiment des problèmes inhérents à l'eau. Alors cet officier supérieur, polytechnicien de surcroît, donc un scientifique, va essayer plusieurs procédés pour rendre l'eau potable. Ce procédé débouchera sur un système qui s'intitulera la verdunisation. Cet appareil mis au point par ce colonel directeur des eaux de la 2e armée, qui s'intitulait dans un premier temps appareil autojavelisation imperceptible, est devenu l'appareil de la verdunisation pour simplifier la chose. Voilà. Et cet appareil, finalement, va trouver son utilité après-guerre. Car en 1923, la bonne ville de Reims donc, va s'approprier dans les mêmes dispositions cet appareil pour rendre l'eau de la ville potable. Non seulement Reims, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin. Paris, en 1932, va s'approprier ce genre d'appareil pour rendre les eaux de la capitale donc buvables et potables. Et ça va se générer partout en France, y compris dans les ouvrages de la ligne Maginot dès 1939. Et puis, il y aura quelques pays qui seront, disons, à même de s'approprier ce genre d'appareil. Je parle de l'Espagne notamment, du Sénégal, et puis dans une ancienne colonie, l'Indochine. Voilà. Donc ça va pratiquement, finalement, disons, faire le tour du monde. Et ce qu'il ne faut pas oublier, nous qui utilisons maintenant les piscines municipales, eh bien c'est ce principe de verdunisation qui est donc à même de rendre l'eau saine dans nos piscines. Alors ce colonel, on peut dire finalement, avec son procédé, qu'il a combattu également les maladies épidémiques telles que la typhoïde, les gastro-entérites et autres dysenteries aussi. Il a rendu un immense service au service de santé des armées et il a été honoré, notamment dans sa région, dans l'Aude, il est originaire de Macens, où une rue porte son nom désormais. Bien, l'émission maintenant est terminée. J'espère que vous avez tous été à l'écoute et que cette émission vous a plu. Au revoir.